bien, donc bonjour tout le monde. Donc en effet, on va terminer cette série de présentations avec un exemple. Donc je vais vous décrire les 6 étapes dont François vous a parlé, ces 6 étapes de notre workflow, mais avec un exemple un peu plus concret. Donc cet exemple, c'est le rejet de greffe, rejet chronique après une greffe du poumon. Donc première étape, le scope, le contexte du projet. Donc les transplantations du poumon, ce sont les transplantations avec le pire des outcomes cliniques parmi toutes les transplantations d'organes solides. Et donc, en faisant partie de ce projet européen, le projet CISCLAD, Nova Discovery était chargé d'explorer in silico, comme l'a dit François, l'efficacité d'un blocage partiel du pathway mTOR pour la prévention du rejet de greffe du poumon. Il y a en deuxième objectif, il y avait l'optimisation d'un design de phase 3 en sélectionnant les meilleurs répondeurs. Avec ces différents objectifs, il y avait plusieurs applications possibles. Donc la possibilité d'identifier des biomarqueurs, la possibilité de qualifier, d'évaluer l'efficacité après dans le monde réel et les économies que l'on pouvait faire en sélectionnant les meilleurs répondeurs. François vous a déjà cité un des résultats, la diminution de la taille de l'essai clinique de phase 3, donc en passant de 3000 patients à moins de 600 patients avec la sélection des répondeurs. Nous avons aussi été capables d'identifier des biomarqueurs thérapeutiques et enfin de montrer une économie de presque 50% en sélectionnant les meilleurs répondeurs pour le payeur cette fois-ci. Deuxième étape, le modèle de connaissance. Donc je ne vous apprendrai plus rien de GitHealth. Donc ce modèle de connaissance a été développé sur GitHealth et il était là pour décrire la cascade d'événements mécanistes qui caractérisent le CLAD, donc le rejet chronique. Pour cela, nous avons divisé ce grand système biologique très complexe en 2 aspects, le système immunitaire d'un côté et la fibrose pulmonaire de l'autre. Et donc le modèle de connaissance était là pour décrire les relations biologiques entre les enzymes, entre les cytokines, les chémokines, les récepteurs, les facteurs de croissance et toutes les entités qui pouvaient rentrer en compte dans cette pathologie. Vous avez maintenant une vue du modèle du graphe de connaissance fait par le biomodélisateur du système immunitaire. Donc on distingue toutes les entités, les cellules, et on a caractérisé les relations de phosphorylation, les relations de sécrétion qui reliaient les différentes entités. Troisième étape, le modèle computationnel. Donc cette fois-ci, je ne vous apprendrai rien non plus sur Simwork, mais donc ce modèle computationnel a aussi été développé en Haskell. Difficile à décrire du code, mais pour vous donner une idée, donc ici c'est la description du sous-modèle clinique. Donc c'est le modèle qui, en prenant l'état du poumon, un certain état avec une certaine fibrose, va simuler le débit maximal expiratoire que le patient est capable de faire. Et c'est un des tests cliniques qui est fait pour la fonction pulmonaire. Donc ce modèle computationnel est basé sur 8 équations qui simulent le comportement de la pression dans le poumon. Cette pression dépend des dimensions des voies respiratoires et de la pression motrice que le thorax, avec donc les muscles du thorax et les forces élastiques du thorax, sont capables d'induire sur le poumon. Ce modèle contient 158 paramètres, avec 144 paramètres qui prennent en compte les propriétés mécanistes de chaque génération de voies respiratoires, tandis qu'il y a aussi 14 constantes de volume du poumon, de pression que nous pouvons trouver dans le poumon. Ces paramètres vont être ensuite utilisés à l'aide d'une population virtuelle. Donc, quatrième étape, la population virtuelle. Cette population a été construite sur la base de données de patients réels. Donc, nous avons extrait des informations de 2 cohortes différentes. Et donc, sur cette base de données d'à peu près 1500 patients, nous avions des informations cliniques, des informations sur la pollution environnementale, des informations sur le microbiome du poumon, par exemple. Et donc, lorsque cette population virtuelle était construite,
Après, nous pouvons générer des populations de la taille que nous voulons, donc quand c'était de 10 patients, mais nous pouvons bien sûr aller à 10 000 patients, 100 000 patients, sans aucun problème. Avant-dernière étape, lorsque le modèle computationnel et la population virtuelle sont développés, il reste à faire une étape cruciale qui est la validation du modèle. Donc en effet, cette étape est essentielle pour l'acceptation des résultats qui seront fournis à la fin du projet. Donc notre processus de validation, en effet, c'est un protocole bien délimité. La première étape va être la validation du modèle computationnel par certains experts. Son intégrité va aussi être validée à l'aide d'une modélisation logique. Et ensuite, nous avons la validation du modèle final. Pour cela, nous allons y ajouter quelques perturbations à un système en équilibre. Donc notre système en équilibre ici, c'est le poumon transplanté avec un traitement immunosuppresseur normal. Et on va pouvoir lui ajouter soit des traitements additionnels, mais on peut aussi y ajouter un peu plus de pollution, on peut ajouter une infection virale, une infection bactérienne. Ce sont des perturbations et nous allons regarder si le modèle se comporte correctement avec la connaissance que nous avons du système grâce au modèle de connaissance. Donc là, je vous décris une modélisation qualitative. Il y a aussi une modélisation quantitative qui va se faire en essayant de prédire des données qui n'auront pas été utilisées dans la calibration. Donc cette fois-ci, avec Sysclad, ce que je vous montre, c'est on va ajouter 2 traitements, donc la cyclosporine A et alemtuzumab, et on va regarder leur impact sur le système modélisé. Voici donc les sorties de simulation. Donc vous voyez en la première étape, ici, on a injecté la cyclosporine A. Donc la cyclosporine A a un effet sur le système immunitaire, et on peut regarder par exemple les cellules T, ici, qui vont augmenter légèrement lorsqu'il n'y aura plus de cyclosporine A. Donc il y a un effet sur les cellules immunitaires. Et ensuite, à partir de l'itération 50, on ajoute cette fois-ci de l'alemtuzumab, donc un autre traitement qui, lui, a beaucoup plus d'impact sur le système immunitaire et sur les cellules immunitaires. On peut voir par exemple les lymphocytes B qui sont fortement diminués. Globalement, la quantité de cellules immunitaires est divisée de moitié avec ce deuxième traitement. Donc voilà un aspect de la validation. On vérifie que le comportement du modèle correspond avec la connaissance que nous avons. Dernière étape, la simulation. Donc vous connaissez déjà cette image. Donc en effet, un résultat de simulation, ça a été le modèle d'effet. Vous avez ici donc le résultat, une représentation d'un essai clinique in silico. Donc je ne veux pas vous redécrire de nouveau toute l'image, mais vous avez donc le risque d'avoir un rejet chronique sans traitement en abscisse. Pour ce même patient, donc pour ces mêmes points, le risque d'avoir un rejet chronique avec everolimus. Et vous voyez donc le bénéfice absolu pour chaque patient virtuel, qui est la distance de ce patient avec la bissectrice. Vous pouvez aussi repérer qu'il y a une ligne rouge qui est un threshold, donc un seuil, qui a été fixé à un bénéfice absolu de 15%. Donc on peut, par exemple, qualifier les répondeurs comme étant les patients qui ont un bénéfice absolu égal ou supérieur à ce seuil de 15%. Cela peut être une définition des répondeurs. On peut trouver une autre définition des répondeurs. Ça va être les patients qui, avec le traitement, n'ont pas fait de rejet de greffe, tandis que sans traitement, ils font un rejet de greffe. On peut faire cette définition parce que nos patients sont leur propre contrôle, l'avantage de la population virtuelle. On peut voir ici ce résultat avec cette deuxième définition des répondeurs. Donc vous avez en bleu, c'est le pourcentage de patients qui, dans le groupe contrôle, ont fait un RAS, donc c'est un type de rejet chronique, tandis que dans le groupe traité, ils n'ont pas fait ce rejet chronique. Donc nous avons dans la population 23% de répondeurs avec cette nouvelle définition. Un autre résultat de ce projet, ça a été la diminution de la taille de l'essai clinique, donc ce que nous avons déjà évoqué. Si nous prenons une méthode classique, donc pour définir la taille d'une population d'un essai clinique, nous allons essayer de montrer une efficacité de 20%. En effet, on ne connaît pas cette efficacité, donc on choisit arbitrairement ce seuil de 20%. Si on veut un risque de 5% et une puissance de 90%, il nous faudra donc une population
de 2929 patients. Ensuite, si, grâce aux simulations et à l'essai clinique in silico, nous savons que le bénéfice moyen, donc le bénéfice absolu moyen, est de 12%. Nous allons donc pouvoir diminuer avec cette information la taille de l'essai clinique à un peu moins de 600 patients. Si encore nous prenons uniquement les meilleurs répondeurs, donc par exemple les patients dans lesquels le bénéfice absolu était supérieur à 15%, nous arrivons encore ici, en gardant une significativité, à diminuer la taille de l'essai clinique à 86 patients. Donc vous pouvez imaginer les économies substantielles qui peuvent se faire avec la sélection des répondeurs grâce à l'exploration in silico. Enfin, donc, dernier résultat que j'ai aussi évoqué en commençant, c'est donc la démonstration de la valeur dans le monde réel. Ici, nous reprenons les données d'une ONG américaine qui dit qu'entre 1988 et 2016, il y a eu 32 000 patients qui ont reçu une greffe du poumon. Si nous traitons ces 32 000 patients avec everolimus, il y aura 6 155 événements évités dans la population. Si nous traitons uniquement les répondeurs au traitement qui ont été identifiés précédemment, nous n'allons traiter uniquement que 17 569 patients sans réduire le nombre d'événements évités. Donc nous sommes toujours à un peu plus de 6 000 événements évités. Et donc nous avons réussi à passer d'une efficacité de 20% sur la population traitée à une efficacité de 50% en sélectionnant les meilleurs répondeurs. Donc qui peut être une information très intéressante pour le payeur. Merci pour votre attention. Merci Valérie.